Bonjour et bienvenue dans ce 8e VED Labs. On est avec Frédéric Guyot. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Guyot, je suis le directeur technique d'ART Grand Prix. Donc bienvenue à vous chez ART Grand Prix aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'ART Grand Prix pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément? Alors ART Grand Prix, c'est une équipe de course déjà, vraiment pour parler en général, spécialisée dans la monoplace depuis de nombreuses années et sous le nom d'ART Grand Prix depuis 2005. Principalement F2, F3, Formule Renault, avant de la GP2, de la GP3 et maintenant on est en train de se diversifier pas mal, donc voilà, l'équipe grossit. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Alors j'ai pas fait le calcul, mais longtemps et depuis 2006. Et du coup, la passion pour le sport automobile, elle vient d'où? Et ça fait longtemps ou c'est assez récent? Alors j'ai peut-être un parcours un peu particulier par rapport à d'autres personnes dans l'entreprise, dans le sens où je n'ai aucune passion familiale à la base. Enfin, j'ai pas un père, une mère ou un frère, une sœur qui travaille dans le sport automobile, qui a été pilote, ou j'ai aucun rapport avec le sport automobile de manière familiale, j'ai jamais pratiqué. C'est plus, j'ai été fan de Formule 1 comme beaucoup de jeunes. Et puis au moment d'arriver au choix de ses études, donc au lycée, j'étais plutôt pas mauvais en maths et en physique. Je voulais m'orienter dans les études d'ingénierie et donc j'ai voulu prendre la direction de travailler dans le sport automobile, qui est le sport et l'ingénierie. Donc on va dire que ça s'est fait comme ça. Et du coup, donc tu as fait une école d'ingénieur pendant 5 ans. Et après, tu as fait des stages avant d'arriver là ou directement chez ART Grand Prix? Alors j'ai fait plusieurs stages. Mon premier stage a été chez Gémeaux Sport, à côté de Chambéry, en super tourisme. Donc ça n'existe plus, c'était des 406 silhouettes. Donc ils faisaient rouler des Peugeot officiels, donc c'était super intéressant. C'était mon premier stage de 4e année. Ensuite, j'ai été faire un deuxième stage en GT, GT France et un peu FIA avec les 24 heures de Spa notamment, sur une Viper et d'autres véhicules aussi. C'était basé à Manicourt et l'équipe s'appelait Force One Racing. Donc le directeur était Philippe Alliot, on avait comme pilote David Hallyday. Bruno Besson que je côtoie maintenant aujourd'hui via Alpine. Enfin voilà, donc mes premiers pas dans le sport auto, ça a été ça. Et ensuite j'ai travaillé 1 an chez Force One Racing. Puis ensuite j'ai rejoint RT Grand Prix en 2006. Et donc, quand tu rejoins RT Grand Prix, à l'époque, c'est quoi ton poste? Donc je suis rentré en tant qu'ingénieur de piste en GP2. Et après, comment tu as évolué au sein de l'entreprise jusqu'à être directeur technique? Alors, faut que je réfléchisse un peu à tout ça, mais donc oui, je suis arrivé en 2006, j'ai fait ingénieur de piste en GP2, et depuis ce jour-là, j'ai participé à toutes les saisons de GP2 et F2 depuis 2006. Donc, c'est assez rare dans le paddock. On est assez peu à avoir fait ça. Donc jusqu'en 2012, j'étais que ingénieur de piste. À partir de 2013, j'ai été responsable de la catégorie GP2 et toujours ingénieur de piste. Et à partir de 2017, je crois, 2016, pardon, je suis passé directeur technique de la monoplace. Donc à l'époque chez RT, on avait une partie monoplace et une partie GT et endurance. Donc c'était pas exactement comme aujourd'hui. Donc j'étais responsable de la GP3 et de la GP2 à cette époque-là. Et toujours ingénieur de piste jusqu'à ce qu'en 2018, je crois, je sois juste directeur technique toujours de la monoplace et responsable de la F2 sur circuit. Et directeur technique de l'entreprise au global quand la partie endurance s'est arrêtée. D'accord. Et du coup, au niveau de ingénieur de piste, c'était quoi le métier, une journée type? Comment ça se passait? Donc, ça se passe toujours comme ça pour ceux qui sont ingénieurs de piste.
le gros du travail, donc il y a plusieurs aspects dans ce métier-là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est intéressant. C'est la gestion humaine de l'équipe que l'on a. Donc on est responsable d'une voiture, donc de 1, 2, 3, 4 mécaniciens, un data ou pas ingénieur avec soi. On est responsable d'un pilote qui fait rouler cette voiture. Il y a différents aspects. Il y a l'atelier et il y a le circuit. Mais sur circuit, la journée type, c'est s'assurer que la voiture est bien réglée, prête à rouler, s'assurer que son pilote est prêt et développer les réglages de la voiture en travaillant avec le pilote et développer le pilote en travaillant son pilotage, l'approche qu'il doit avoir quand il conduit, etc. etc. Et déjà, avant d'être directeur technique, en ingénieur de piste, il devait y avoir quand même une certaine pression, surtout les week-ends de course, je suppose. Ouais, Ouais, peut-être peut-être même même un peu plus grande qu'aujourd'hui, parce qu'on est en contact direct avec le pilote, ce que je ne fais plus aujourd'hui quand la voiture roule. Donc c'est vrai que quand on a un G-piste, quand la voiture roule, la pression est quand même assez importante, parce qu'on est l'interlocuteur direct avec le pilote. C'est nous qui lui communiquons toutes les informations. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de pouvoir, d'influence, et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc la pression est assez élevée. Je vois. Et du coup, donc vous étiez en permanence en contact du coup avec les pilotes. Vous avez certainement vu passer des grands noms qui sont actuellement au F1 ou qui ont eu des bonnes carrières. Ouais. Comment ça se passait la relation avec ces pilotes-là? Alors déjà, avant d'être connus, ils ne l'étaient pas. Donc moi, en règle générale, je les ai connus quand ils n'étaient pas encore des grands noms. Ils espéraient le devenir, mais ils ne l'étaient pas. Donc c'est sûr que la relation, elle était normale. On travaille globalement avec des pilotes qui ont entre 16 et 22 ans. Donc au début de ma carrière, j'étais plutôt proche de leur âge. J'avais, je crois, 23 ans la première année où j'ai fait ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent la relation, mais en règle générale, c'est assez simple, hein. On a des jeunes sportifs qui ont un ego en général assez développé parce qu'ils sont là pour gagner. C'est un sport, je veux dire, c'est de la compétition, donc il faut battre les autres, hein. C'est pas forcément toujours rose. Mais non. Si on prend les gens que j'ai pu côtoyer, on a un mur juste devant avec les photos, donc je regarde, mais Lewis Hamilton, qui a été le premier, moi j'étais débutant, donc je pense pas que ce soit vraiment l'exemple de ma relation avec les pilotes. C'est la première année que je faisais ça, mais à l'époque, il était très accessible, très sympa, il mangeait avec l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il est un peu dans une autre dimension, donc je pense pas que ce soit une référence, mais plus récemment, George Russell, par exemple, qui est en F1 aujourd'hui. On le croise dans le paddock, rien n'a changé avec nous. Enfin voilà, il n'y a pas de... on travaille avec des gens qui ont entre 18 et 22 ans, qui sont sympas. On a la vie, la discussion technique et professionnelle, et puis il y a les à côté, où on se voit au restaurant, à l'hôtel, parce que sur les courses, on se déplace, et c'est vrai qu'on passe quand même pas mal de temps ensemble. Donc voilà. Et du coup, dans tous ces pilotes que vous avez pu côtoyer, il y en a avec qui vous gardez encore des relations aujourd'hui? Oui, certains. Alors après, avec le temps, évidemment, ça disparaît gentiment. Les tout premiers, enfin ceux que j'ai eu au début de ma carrière, je vais avouer que j'ai pas d'échange spécifique avec eux aujourd'hui. Mais oui, je peux, si j'ai besoin de quelque chose, ou je peux contacter George Russell, Stoffel Van Dorn. On peut s'envoyer des messages pour la bonne année. Enfin voilà, des choses assez basiques, hein, mais non, on part pas en vacances ensemble avec aucun d'eux. Mais voilà, où il n'y a pas de... Après, eux, ils ont leur vie, hein. Chez nous, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, c'est juste un passage dans leur carrière. Donc, s'ils ont gagné, ça reste important pour eux. S'ils n'ont pas gagné, c'est 2 ans de leur vie. Puis après, s'ils font 5, 10 ans de Formule 1, évidemment, on existe moins, ce qui est normal, hein. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. ouais. Si, très bien. Et du coup, vous avez un exemple d'une personne qui a gagné avec vous et qui, du coup, forcément, garde un beau souvenir de cette époque et des bonnes relations? Déjà, travailler avec des pilotes francophones, ça aide énormément à la vie, à la relation qu'on peut avoir hors travail.
c'est vrai que c'est quand même plus facile de discuter avec un pilote français. Je pense à ça parce que peut-être les meilleures relations que j'aurais, ce serait avec Stoffel Vandoorne qui est belge. On a gagné ensemble et c'est vrai qu'on a passé 2 super années ensemble. Et on se voit pas souvent, on discute pas souvent ensemble, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime bien voir et je pense qu'il aime bien me retrouver aussi. Donc c'est peut-être la personne avec laquelle j'ai le plus de relations. C'est encore pareil, à l'époque j'ai eu Romain Grosjean pendant un peu plus d'1 an, il était déjà chez nous avant, on a eu de très bonnes relations, mais aujourd'hui on s'est perdu de vue. En plus il a roulé dans d'autres équipes de GP2 après, donc évidemment on a été en concurrence à un moment donné, donc ça a un petit peu, pas créé des tensions, mais mis de la distance. Jules Bianchi malheureusement est plus là, je l'ai eu 2 ans aussi. C'est vrai que les meilleurs souvenirs que j'ai, alors ça va, on parle en français, les pilotes qui sont pas francophones m'écouteront pas, mais vont être avec tous ces pilotes-là avec lesquels on a pu avoir une relation plus proche hors travail, quoi. Et ce sera d'autant plus vrai avec les mécaniciens qui peuvent plus parler avec leurs pilotes, qui ont plus d'échanges extra-professionnels, on va dire. On peut rigoler, on peut faire des blagues en français qui sont quand même vachement plus difficiles en anglais, enfin en tout cas pour moi. Oui, la barrière de la langue reste un peu présente quand même. Bah pour l'extra professionnel, oui. Quand il s'agit de parler travail, technique, etc., c'est facile, mais quand il faut avoir un échange et rigoler un petit peu, c'est vrai que c'est plus compliqué, ouais. Même si ça se passe bien, hein. Oui, bien sûr. Et du coup, si on revient sur votre parcours, donc du coup, après, vous êtes devenu directeur technique. Qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien, dans une journée type? Alors plus de problèmes, moins de pression, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que quand ça roule, je suis moins en contact direct, même si je reste le responsable de ce qui peut se passer. Mais il y a des filtres jusqu'à moi, on va dire. Mais en général, un peu plus de travail. Aujourd'hui, je gère plus de catégories, donc c'est vrai qu'il faut arriver à assimiler un peu toutes les catégories, essayer de ne pas tout mélanger. C'est intéressant parce qu'on voit plus de choses. On va tout de suite au sujet intéressant, mais il y a aussi plus de problèmes parce qu'il y a quand les gens, les ingépistes ou les chefs de projet de chaque catégorie ont des problématiques dont ils ne savent pas répondre ou ils ont un doute, c'est à moi de prendre la décision. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas toujours simple, mais ça fait partie des responsabilités. Donc voilà. Et quelles sont du coup toutes les catégories que vous gérez? Alors aujourd'hui, F2, F3, FRECA, F1 Academy. Comme j'ai dit, on fait rouler une voiture en extremis sous le nom de Veloce. Et puis après, il y a un regard sur la partie simulateur qui est AOTech, on va dire en partenariat avec ART. Et puis les autres activités qu'on peut avoir annexes. Voilà, mais en gros, je participe à toutes les réunions de préparation de chaque catégorie avant une course. Donc voilà, il y a un droit de regard sur les réglages qui vont être mis, les run plans, enfin la stratégie pour les séances qu'il y aura. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de travail. Mais il faut arriver à prendre du recul parce qu'on peut pas tout faire dans le détail. Donc il y a des gens en dessous pour le faire. Il faut arriver à déléguer le travail. Et du coup, vous managez des grandes équipes. Donc vous êtes du coup en relation avec tout le monde ou par niveau hiérarchique? Alors c'est justement dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de F2. Donc je fais toujours de la F2, mais avec un rôle différent. J'ai été RGPiste, j'ai été chef de projet F2, et puis en ce moment je suis team manager F2, mais j'ai fait tous les autres rôles avant. Donc c'est la catégorie la plus difficile pour moi. Je pense qu'aujourd'hui ça va, mais ça a pris quelques temps avant de prendre vraiment du recul, de ne pas faire les choses à la place de la personne qui est en dessous quand on l'a fait avant. C'est ça qui est assez difficile. Mais en règle générale, non, oui, c'est s'adresser. On est structuré avec un chef de projet par catégorie, donc mon interlocuteur direct, c'est le chef de projet de chaque catégorie, qui est souvent un des ingépistes de la catégorie et qui est en charge de la technique, de l'administratif, de s'assurer que la logistique est bien gérée. Enfin voilà, qui gère sa catégorie complètement. Moi, je suis au-dessus de chaque personne
de ces personnes-là dans chaque catégorie. Du coup, toujours en tant que directeur technique, ça ressemble à quoi une journée type dans les locaux ici? Alors, ça ressemble à beaucoup de lectures d'emails, beaucoup d'emails reçus côté technique, parce que comme j'ai dit, j'essaye de suivre le plus possible tout ce qui se fait dans chaque catégorie techniquement. Donc, quand on a 5 catégories ou 4 qui roulent 10 fois par an, voire 15 fois par an, on peut compter, ça fait beaucoup. Donc, répondre à toutes les questions que chaque équipe peut me poser ou décisions à prendre, c'est pas forcément des questions, c'est plus des tranchées sur des choses qui sont pas forcément, enfin, c'est pas toujours blanc ou noir, hein, donc à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne la décision. Pas mal d'échanges aussi avec le management, donc avec le directeur général qui est Sébastien Philippe et Mathieu Zangarelli, le directeur sportif. On passe beaucoup de temps ensemble, s'il y a plus des problèmes d'entreprise généraux. L'avenir de l'entreprise, la gestion du personnel, le recrutement. Aujourd'hui, l'hiver, il y a beaucoup de temps consacré au recrutement, aux équipes, à qui on met dans quelle équipe, quel pilote va être avec quel ingénieur, quelle voiture, quel mécanicien. Donc il y a du technique, mais ça va au-delà du technique. Puis après, il y a pas mal de temps à passer sur la préparation des plannings aussi, même si c'est plus Mathieu qui est là-dessus, mais c'est vrai que tout est lié en fait, le sportif, le technique, la logistique, enfin voilà, il y a tout un micmac, donc moi évidemment je fais partie de ces discussions-là. Et oui, du coup, la journée type, elle va être un peu différente en hiver où elle va être très recrutement, on prépare les plannings, que dans la pleine saison, là, ça va être la résolution de problèmes. Ouais, et puis de la réunion, il y en a beaucoup qui le disent, mais c'est pas facile de me parler à certaines journées parce que je suis en réunion de 9h à 11h juste avec la F3, de 11h à midi avec Sébastien, de 14 à 17 avec la FR. Enfin voilà, ça n'arrête pas. Et c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'organisation et c'est des choses que j'ai mis en place, on va dire, cette année. Au début, c'était pas forcément comme ça, mais là, avec la multiplicité des programmes, à un moment donné, on est obligé de cadrer les horaires et quand on a 2 heures de temps à passer ensemble, on passe 2 heures ensemble, on n'en passe pas 2h30 parce qu'après, ça décale tout le monde. Donc voilà, une journée type au mois de mai, c'est des réunions avec les chefs de projet, les ingés, tout le temps, quasiment. De l'urgence avec Seb et Mathieu sur du personnel, qu'est-ce qu'on fait, il y a un problème. Des meetings avec des pilotes, s'il y a des problèmes, passer un peu plus de temps avec un pilote et son ingé pour faire avancer les choses et donner un support ou un peu plus de crédibilité à la discussion. Des pilotes viennent très régulièrement ici pour le simulateur aussi, donc un peu de présence aussi au simulateur. S'il y a des problèmes mécaniques, présence dans l'atelier, même si j'y vais de moins en moins, parce que c'est le chef de projet qui fait plus ce genre de lien, mais s'il y a un souci sur des voitures purement mécaniques, aller voir, essayer de comprendre, et puis après, essayer d'appeler les personnes responsables de ça hors ART. Je peux être aussi le lien avec les directeurs techniques de la F2, de la F3, enfin voilà, sur des sujets plus de fond sur les voitures. Et du coup, donc les pilotes, ils viennent souvent ici, ou à quelle fréquence en tout cas? Alors les pilotes viennent entre chaque course ici. Il y a toujours une journée minimum de simulateur, plus de préparation pour leur exposer ce qu'on va faire pour le prochain week-end et pour débriefer du week-end précédent. Et par contre, si on a 2 ou 3 week-ends d'affilée de courses qui arrivent de plus en plus en ce moment sur le calendrier F1, ils viennent pas forcément, histoire de gagner un peu en fatigue, d'éviter les voyages, quoi, qui sont déjà multiples. Et du coup, à quoi ressemble un week-end type sur les circuits? Alors sur circuit, moi personnellement, j'arrive le mercredi soir ou le jeudi matin. Les voitures, faut savoir que F2, F3 roulent que le vendredi, samedi, dimanche. Donc le jeudi, il y a pas mal de meetings avec les ingés et les pilotes pour finaliser la préparation du week-end. Moi, en tant que team manager F2, F3, j'ai un driver briefing, donc le briefing pour les pilotes auquel je dois assister. Donc voilà, ça m'occupe mon jeudi assez facilement. Et après, quand ça roule vendredi, samedi, dimanche, c'est les voitures. Je vais sur le pit wall, donc
je vais en piste avec les voitures F2 et F3, et entre chaque roulage, on retourne au camion, débrief du roulage avec les pilotes, choix des orientations de setup pour la séance d'après. Donc là, c'est assez dense. Donc ça s'arrête pas, surtout que je participe aux 2 catégories. Donc là, c'est très simple, hein, je suis le mouvement, on va en piste, on revient, on débrief, on fait les réglages, on repart en piste en F2, et ainsi de suite. Et ça s'enchaîne jusqu'au dimanche comme ça. Et j'ai aussi un temps, le fait d'être team manager, c'est moi le représentant de l'équipe au steward. Donc dès qu'il y a un problème avec un pilote, je dois aller au steward avec les pilotes, un problème de pilote ou d'équipe, hein. Donc ça prend beaucoup de temps quand on a 5 pilotes, donc 3 en F3 et 2 en F2. Donc c'est assez récurrent que je joue au steward, malheureusement. Et ça, c'est assez chronophage et pas hyper intéressant. Mais il faut que quelqu'un le fasse, donc c'est moi qui m'y colle. Donc souvent, ça arrive entre les séances. Donc voilà, c'est un petit boulot sympa. Sur une année, ça représente combien de week-ends? Euh, Entre 15 et 20. Il y a 14 week-ends de courses en F2, plus des tests qui peuvent tomber les week-ends, plus des courses extra. Enfin, voilà. Oui, donc il y a vraiment une grande partie de l'année où les week-ends, c'est quasiment jamais en France. Du coup, avec la vie de famille, comment arriver à concilier du coup un travail aussi prenant et une vie de famille? Alors, c'est pas toujours simple. Faut peut-être demander à ma femme. Euh, je le fais depuis toujours, hein. J'ai toujours travaillé là-dedans. Donc, on va dire que moi, j'ai l'habitude. Le fait que j'ai 2 enfants, donc évidemment, ça, c'est un changement avec les enfants. Encore une fois, comme je dis, je rigole avec ma femme, mais c'est surtout pour elle que c'est difficile plus que pour moi. Et je pense que les enfants m'ont toujours connu partir en course, donc je n'ai pas le sentiment que ce soit spécialement un problème pour eux. Pour moi, c'est ma vie, c'est notre vie qui est comme ça aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, je peux le comprendre, c'est assez compliqué à gérer pour ma femme quand je suis pas là. Et c'est vrai que quand je rentre de course fatigué, je me dois d'être quand même présent et de participer à la vie de famille et de faire des choses. Donc c'est pas toujours facile, mais bon, après, ça fait partie du choix de vie que j'ai ou qu'on a. Mais oui, il y a des moments difficiles, et après, voilà, c'est aussi, quand on rentre, c'est aussi sympa de rentrer. Enfin voilà, c'est, voilà, c'est pas toujours facile d'avoir un métier passionnant et qui nous prend, et lier la vie de famille. Alors après, voilà, j'essaye de lier les deux. Pas toujours facile. Du coup, au niveau du management, comment arriver à créer une cohésion d'équipe malgré une forte pression qui est toujours présente? Alors c'est une bonne question, ça. J'ai envie de dire que déjà, on a la chance de travailler dans un métier où toutes les personnes qui travaillent chez nous dans ce métier-là, normalement, sont passionnées. Donc, personne ne vient faire du sport automobile parce qu'il n'a pas envie. Enfin, je veux dire, il y a d'autres métiers à faire plutôt que ça. Donc, rien que ça, il y a déjà une cohésion du fait qu'on a tous la même passion. La deuxième chose, c'est qu'on passe beaucoup de temps ensemble à l'hôtel. Enfin, on a une vie d'équipe, comme on pourrait avoir dans une équipe de foot, de rugby, enfin une équipe sportive. Donc, il faut qu'on s'entende bien. Mais on a aussi l'occasion de bien s'entendre parce qu'on passe du temps ensemble, on peut aller boire des bières ensemble, on va au restaurant ensemble. Donc, regarde, c'est un peu, tout est lié en fait. On a l'occasion de passer du temps ensemble, de créer une équipe. Donc, je pense pas qu'on ait une vie comme une entreprise normale, c'est même sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que, enfin, en tout cas, si je fais ce métier-là, c'est aussi pour ça. C'est pour avoir cet esprit de compétition, d'équipe, sport. Enfin voilà, on n'est pas un métier classique. Donc je pense que alors, manager des personnes, ça je l'ai pas appris à l'école. Je pense pas être spécialement bon pour ça. On le fait parce que c'est la fonction qui veut ça. Et puis on le découvre au fur et à mesure. Et puis après, je participe à plusieurs équipes. L'ambiance peut changer d'une équipe à l'autre, d'une saison à l'autre. Un élément dans une équipe peut tout changer. Enfin voilà, chaque saison, ça va faire, je dis que j'ai pas compté, mais je dois être à peu près à 17 saisons. C'est jamais pareil, mais globalement,
le fait qu'on exerce tous un métier dans notre passion fait que globalement, ça se passe quand même bien. Alors après, les résultats sportifs, évidemment, influent sur l'ambiance, en règle générale, parce qu'on a tous envie de gagner, et quand on gagne, ça se passe toujours mieux que quand on perd. Mais c'est quand on perd qu'il faut que l'équipe soit la plus soudée possible, parce que c'est là que c'est le plus dur. Mais globalement, ça se passe bien, et moi, en termes de management, je vais pas me juger, parce que c'est pas moi de me juger. Mais Oui, du coup, il peut y avoir quelques difficultés quand l'équipe perd. Et du coup, comment ça se passe dans ce cas-là? bah, non, il n'y a pas de... Enfin, le problème, c'est de savoir pourquoi on perd, hein. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait? Est-ce qu'on n'est pas assez bon? Est-ce que le pilote n'est pas assez bon? Comme on a un sport mécanique, il y a toujours la faute qui peut être rejetée des deux sens. L'équipe qui dit que le pilote n'est pas bon, le pilote dit que la voiture n'est pas bonne. Donc, bah, ça, c'est à nous de juger, au directeur de juger. Enfin voilà, on est jugé par le résultat, mais il n'y a pas que le résultat qui veut dire qu'on est bon ou pas. Si on a le meilleur pilote du monde et qu'on gagne, c'est juste normal. Et si on fait deuxième avec un pilote moyen, c'est qu'on a été bon. Enfin voilà, mais c'est c'est assez compliqué à juger tout ça. Et au niveau du management, donc, du coup, vous avez appris un peu sur le terrain. Finalement, aujourd'hui, vous diriez quoi au niveau des compétences clés? Enfin, qu'est-ce qui est vraiment important pour manager des équipes comme ça? Alors, compétences clés pour manager une équipe dans notre milieu, déjà il faut connaître le milieu, parce que ça a quand même des particularités, hein, on en a pu en parler. Travailler sous pression, la fatigue, hein, on fait beaucoup d'heures, les déplacements, on a du décalage horaire, il fait chaud, il fait froid, on travaille en extérieur aussi. Donc il faut bien connaître le milieu, et déjà une bonne partie du management se fait dans le recrutement, avoir les bonnes personnes. Si on a les bonnes personnes avec nous, c'est plus facile à manager que les mauvaises. Donc ça fait aussi partie de notre boulot à la direction de l'entreprise de s'assurer qu'on travaille avec les bonnes personnes, et puis après extraire le maximum de chaque personne. C'est pas toujours facile dans notre métier, où comme on a pu en parler, comme je viens de le dire, on travaille quand même sous pression, donc à un moment donné, on n'est pas toujours euh, hyper calme et adroit, parce que bah il y a une échéance horaire, une échéance de résultats, donc je suis pas sûr qu'on soit toujours dans le management comme dans les livres. Mais après, on est en compétition aussi, donc il y a des moments qui sont plus speed que d'autres, et voilà. Et encore une fois, j'ai pas appris le management, donc Et du coup, au niveau du recrutement, c'est-à-dire le recrutement toutes les saisons, ça représente combien de personnes? alors ça va dépendre si on crée une nouvelle catégorie ou pas. À savoir qu'une catégorie en règle générale, c'est une dizaine de personnes. Dernièrement, on en a créé quand même plusieurs. Mais si c'est juste du turnover, du renouvellement de personnel, on va dire chaque année, on a au moins plus entre 5 et 10 personnes qui intègrent l'entreprise, que ce soit des mécaniciens ou des ingénieurs, ou de la logistique, enfin de l'administratif. Donc voilà, on va dire il y a certainement entre 5 et 10 personnes par an. On a pas mal de stagiaires aussi, parce qu'on a une vraie... Enfin, c'est un métier très particulier, c'est quand même un métier niche, donc le meilleur moyen d'avoir du personnel compétent, c'est de le former. Donc que ce soit en tant que mécanicien ou ingénieur, on ne prend pas des stagiaires juste pour des raisons économiques, mais surtout pour les former dans le métier que l'on fait et comme on a envie. Donc ça, on attache vraiment beaucoup d'importance au recrutement pour les stages. Et on prendra pas Enfin, quand on prend un stagiaire ou un nouvel embauché qui vient pour être embauché, c'est important de savoir son parcours, ses stages, et qu'ils connaissent bien le milieu étant particulier. Et on a des stagiaires qui restent une semaine et qui découvrent, ah ben c'est pas comme à la télé. Ben non, c'est pas comme à la télé. Donc c'est important qu'ils connaissent le travail, comment on le fait. On revient toujours à la même chose, la pression, la fatigue, les déplacements, l'éloignement de sa famille ou de son chez-soi. Enfin voilà,
faut l'accepter, la compétition, la concurrence. Du coup, cette année, il y a une nouvelle compétition qui a été lancée pour essayer de remettre en avant l'égalité dans le sport automobile. C'est la F1 Academy. Du coup, vous avez une équipe qui concourt. Comment vous êtes positionné déjà sur cette compétition? Positionné en classement ou positionné pour on le Déjà pour fait y ou... participer. Alors pour y participer, ça a été organisé via la F1, donc ils ont d'abord appelé toutes les équipes F2, F3 historiques. Donc on fait partie des équipes F2, F3 les plus importantes du championnat. Donc ils en ont pris 5 pour faire 15 pilotes, donc 5 équipes de 3 pilotes. Donc on a été candidat ou pas, je sais pas exactement, c'est plus Sébastien Philippe à qui il faudrait demander, mais on s'est positionné pour le faire, et ça fait, donc on l'a fait la première année là, c'est plutôt bien fini, on finit vice-champion avec les Nabulaires, donc enfin bien fini, on aurait aimé gagner, mais on a au moins fait deuxième, donc avec plutôt des belles courses, des belles qualifs, un peu plus difficile avec les deux autres pilotes. La difficulté de ce championnat, c'est de connaître le niveau des pilotes, parce qu'il y en a moins. Elles ont fait moins de sport auto avant, elles sont moins connues, donc évaluer la performance dans le choix des pilotes, ça c'est pas tout à fait ma partie, hein, c'est plus Mathieu et Sébastien qui parleraient de ça, mais c'est vrai que c'est la difficulté parce que il n'y a pas beaucoup d'années de sport auto derrière et on a du mal à évaluer leur niveau. Elles ont couru avec des hommes, donc leur classement en règle générale était quand même assez bas, mais ça voulait pas dire qu'entre femmes elles étaient mauvaises, donc c'est assez compliqué à gérer, mais bon, ils ont fait un bon choix avec Lena en faisant deuxième. Et la F1 Academy prend une direction un petit peu différente là, en 2024, dans le sens où ça va maintenant être sur les Grands Prix de Formule 1, avec un beau championnat. En tout cas, les personnes qui y participent sont contentes d'y participer parce qu'il y a des belles destinations. Je parle de l'équipe. Alors du Miami, Singapour... c'est les deux plus sympas, on va dire, mais après, c'est vrai que ça va être sympa. Et chaque pilote va être, au moins 10 pilotes, chaque équipe d'F1 va affilier une pilote à ses couleurs. Donc nous, je donne pas de secret parce que ça a été communiqué, mais on aura une pilote qui sera Bianca Bustamente, qui sera en McLaren. Donc on aura la livrée complète McLaren, comme l'équipe d'F1. Et puis Lia Block qui sera Williams, F1 aussi. Donc voilà. Donc ça prend de l'importance. Suzy Wolff, donc, que vous connaissez peut-être, la femme de Toto Wolff, c'est elle qui gère tout ça et qui arrive à vraiment donner de l'importance à ce championnat. En tant qu'ex-pilote femme, elle connaît les difficultés qu'il y a pu avoir. Donc c'est vrai que c'est vraiment mis en lumière et je pense que l'an prochain, ça le sera d'autant plus avec la F1. Je pense qu'ils vont vraiment beaucoup en parler, médiatiquement parlant. Donc voilà, ça c'est pour le F1 Academy en général, et j'espère que nous, on parlera de nous au sein de la F1 Academy aussi. Donc du coup, cette année, vous êtes triple champion du monde chez Arte Grand Prix. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça dans l'équipe? Alors c'est génial, parce qu'on fait ce métier-là pour ça. Ça faisait un petit peu longtemps qu'on l'avait pas été en plus, un peu trop. Donc c'est sûr que c'est top. Dans l'équipe actuelle, je pense qu'il y en a, je vais pas compter, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais gagné en F2 un titre. Donc c'est d'autant plus plaisant pour eux parce que c'est le premier. Un peu dans la difficulté à la fin, si vous avez suivi, ça s'est joué dernière course, je dirais pas dernier tour, mais pas loin. Mais la joie est d'autant plus grande quand on gagne à ce moment-là. Mais on aurait pu gagner plus tôt, on aurait pu faire une plus belle saison. Après, on a réussi à remplir nos objectifs de gagner le titre équipe et pilote, le titre rookie en plus. Victor Martin, ça fait une très belle année. Il a que le titre rookie. Mais si on revient un peu en arrière dans l'année, il aurait pu se battre avec Théo jusqu'à la dernière course et on aurait certainement pu faire premier et deuxième du championnat. Mais bon... on va pas se plaindre, hein, il y a pire. et ça nous permet normalement d'avoir Victor l'année prochaine et de refaire la même chose. Donc c'est plutôt plaisir pour cette année et c'est plutôt hyper encourageant pour l'année prochaine et motivant pour 2024.
ça annonce une belle saison. Ouais. Mais pour vous, qu'est-ce qui a été les facteurs clés qui ont permis d'arriver à ce succès-là? Donc cette année, le facteur clé, on a Théo Pourchère qui a été à sa 3e année et qui aurait dû ou aurait pu gagner plus tôt que sa 3e année. Donc on arrive avec un pilote qui est prêt, qui va vite. Et puis on a surtout eu un deuxième pilote, un nouveau pilote, Victor, qui est arrivé et qui a été très rapide tout de suite, qui a poussé Théo toute l'année, qu'il avait en moyenne été plutôt plus vite que lui, je pense, en qualif. Donc on a eu un super engouement, une émulation entre les deux pilotes dans l'équipe. Je reviens à ce que j'ai pu dire tout à l'heure avec deux pilotes francophones, un français. Donc une super ambiance dans l'équipe, les deux se sont super bien entendus. Enfin voilà, c'est un peu la saison rêvée pour nous. Je pense pas en avoir vécu beaucoup des comme ça, où ça s'est tout le temps bien passé, beaucoup de communication entre nous, des bons résultats. Alors on a eu on a fait des erreurs, les pilotes ont fait des erreurs, ce qui fait que ça se joue à la dernière, mais on a quand même globalement assez dominé la saison. Et c'est certainement une des plus belles années d'ART en F2, je pense. Et du coup, tout le monde est très content de la victoire, j'imagine. Mais comment vous arrivez à maintenir la motivation et le travail rigoureux, en tout cas pour l'année d'après, sans qu'il y ait un relâchement parce que vous allez gagner? Alors, je pense que c'est assez facile parce que l'an prochain, on repart avec des pilotes qui jouent la gagne. Je pense qu'on est favori avec Victor. Donc, tout le monde a encore envie de gagner. Et puis, c'était pas si simple non plus. Donc, je pense que tout le monde a bien conscience qu'il faut travailler, que ça se gagne pas tout seul. Et on est dans un milieu où on aime la compétition. Donc globalement, tout le monde a quand même l'esprit de la gagne. Et quand on a l'esprit de la gagne, en général, on veut toujours faire mieux. Et on a tous... pour gagner, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Il faut que tout le monde donne le meilleur de soi-même. Et on a la chance, la chance, c'est pas la chance, mais en tout cas, pour aider à la motivation, on change de voiture pour 2024. Donc les cartes sont un petit peu rebattues et de toute façon il va falloir travailler pour cette nouvelle voiture pour l'appréhender le plus vite possible et en extraire le maximum tout de suite. Donc on est tous conscients qu'il y a beaucoup de travail quand on va recevoir la nouvelle voiture. C'est pas juste reprendre celle-là qui a gagné et se dire allez c'est bon on fait tout pareil et ça va marcher. Donc fatalement on est obligé de travailler ne serait-ce que parce qu'on change de voiture. Du coup, vous avez déjà commencé à mettre en place des stratégies pour l'année prochaine pour gagner à nouveau cette saison? Les stratégies, oui, on a mis en place le travail à faire pour l'année prochaine, la réception de la nouvelle voiture, tout ce qu'il y a à faire sur le nouveau véhicule pour la comprendre le plus vite possible. En janvier, on va préparer tous les tests qui vont être à réaliser à Bahreïn au premier test, et puis préparer les pilotes aussi, parce qu'il n'y a pas que y a la technique, mais il y a l'humain avec le pilote aussi qui est peut-être plus important encore. Bien préparer nos pilotes et qu'ils soient prêts pour la saison 2024, quoi. Et pour cette année, c'était quoi le meilleur souvenir en Formule 2 avec la victoire? Alors le meilleur souvenir, ça peut que être dimanche, il y a 15 jours. Je sais pas quand ce sera diffusé, mais je vais peut-être pas dire ça comme ça. Mais donc le meilleur souvenir, ce serait le dimanche à Abu Dhabi, où on a quand même été en difficulté tout le week-end, avec Théo qui rate complètement sa qualification alors qu'il allait vite. Donc évidemment, on est passé un peu par tous les états dans le week-end. Donc quand le dimanche, au dernier tour, on réalise que ça y est, c'est fait, là, on est content, ouais, évidemment. Donc c'est sûr que c'est le meilleur souvenir de la saison, plus les 2-3 heures qui ont suivi le titre, où globalement tout le monde s'est bien amusé dans l'équipe. Donc voilà, c'est ça. Ce qui me vient en premier tout de suite, c'est la joie de la victoire et le soulagement aussi parce que il était pour nous et on a failli le perdre. Donc voilà. Et il y a eu d'autres souvenirs qui vous ont marqué cette saison? Les souvenirs qui ont marqué cette saison, le début de saison. On arrive à Bahreïn,
on sait qu'on va être bien, mais Théo à Bahreïn, il a tout écrasé dès la première course de l'année. Donc c'est sûr que si on faisait l'interview juste après Bahreïn, on s'imaginerait pas gagner le titre à la dernière, parce que ça semblait quand même assez facile, trop peut-être ça qui a pêché derrière. Donc c'est vrai que la première à Bahreïn, quand on commence comme ça, avec une super une pole avec la manière, une victoire en course principale avec je sais plus combien de secondes d'avance, une vingtaine de secondes d'avance, on se dit qu'on est bien parti, quoi. Donc c'est vrai que le premier week-end et le dernier sont les meilleurs souvenirs de l'année, c'est ce qui me vient tout de suite comme ça, là. Et maintenant, au niveau de l'évolution chez Art Prix, comment vous voyez les choses pour l'avenir? Alors, on va dire continuer l'évolution, déjà gagner dans toutes les catégories auxquelles on participe. Parce que cette année on parle de la F2, mais on n'a pas gagné dans les autres catégories. Donc moi, un des objectifs, et l'objectif de la direction en général, c'est évidemment, ce serait d'être champion dans toutes les catégories auxquelles on participe. Donc ça, c'est un vrai challenge, parce que on va dire que dans ma fonction actuelle, je rentre des F2 d'Abu Dhabi, on a gagné le titre, mais on a aussi perdu en F3, en Freca et en F1 Academy. Donc c'est pas tout rose quand on rentre. Donc il y a vraiment une possibilité il y a une marge d'amélioration partout. Donc les objectifs, on va dire par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de gagner le plus possible. Et puis après, l'objectif de l'entreprise en général, c'est de continuer de se développer, de prendre en charge d'autres catégories, essayer de s'orienter vers l'endurance, qu'on fait plus aujourd'hui, qu'on a eu fait en LMP1 ou en GT. Donc il y a pu y avoir des projets, il y en aura certainement d'autres très prochainement. Donc il y a l'ambition de continuer d'évoluer, de grandir et de faire d'autres catégories et de gagner dans d'autres catégories. Et chez Arte Grand Prix, Frédéric Vasseur, il a encore un rôle à jouer ou plus du tout? Ah, complètement, oui, il pourrait très bien arriver dans 5 minutes. Ce qui vous ferait rire, je pense, parce qu'il a beaucoup d'humour. Et non, il est, malgré ses fonctions chez Ferrari, qui le prennent évidemment beaucoup, il vient régulièrement, on le voit sur les Grands Prix évidemment, et il est en relation directe, je pense quotidiennement, avec Sébastien Philippe, notre directeur général. Donc oui, c'est encore une vraie pièce importante derrière tes Grands Prix. Et il joue quel rôle concrètement? Alors concrètement, je pense qu'il a le droit de veto surtout, dans le choix des pilotes, dans les décisions, si on doit faire une nouvelle catégorie notamment. Il est aussi pour que l'entreprise grandisse. Je veux dire, il n'a pas de fonction opérationnelle, hein. Là, s'il n'est pas là, tout tourne, mais il suit tout et il a son mot à dire sur tout s'il a envie de le dire. Et vous voyez comment votre propre avenir chez Arte Grand Prix? Alors là, c'est une question auquel je ne sais pas répondre. Ça va être avec la question d'avant. M'assurer, faire en sorte qu'on ait les meilleures personnes aux meilleures places, avec les meilleurs résultats possibles, et en espérant en faire de nouveaux championnats et les gagner aussi, et en faire partie. Aujourd'hui, ce sera ça. Et comment vous voyez l'avenir du sport automobile de manière générale? Alors, sur une question philosophique. C'est une grande question et je sais pas, je pense pas être apte à y répondre, mais en tout cas aujourd'hui ça se porte bien, malgré tout ce qu'on peut entendre sur l'écologie. C'est vrai que ça peut être un peu hors contexte un peu ce qu'on fait en ce moment par rapport à la tendance que prend surtout l'écologie, etc. Mais la F1 a jamais aussi bien marché qu'aujourd'hui, je pense. La preuve, vous êtes là, je pense que si vous faites ce podcast, c'est parce qu'il y a des jeunes qui sont fans de F1 et que ça n'existait pas il y a 10 ans et 20 ans. Et on va pas revenir sur Netflix, mais c'est sûr que ça a clairement aidé à tout ça. Et
Enfin, il y a des pilotes, il y a de l'engouement pour le sport auto. Alors après, que ce soit électrique, thermique, peu importe, c'est la même chose à la fin. Enfin, on fait rouler des voitures, il faut aller le plus vite possible. Euh, il sera peut-être électrique le futur. Là, en extremis, ça va passer à l'hydrogène. Donc voilà, je ne saurais pas dire ce qu'il en est, ce qui va se passer, mais en tout cas, le sport auto, pour moi, se porte bien. De mon point de vue, à mon niveau. Voilà. Ces dernières années, vous avez vu un changement dans le sport automobile, avec notamment l'engouement médiatique qu'il y a eu avec la F1, avec Netflix. On ressent la différence? Oui, clairement, en étant sur les Grands Prix F1, depuis que Bernie Ecclestone a vendu, que ça a été racheté par les Américains, il y a une vraie différence. Enfin, ils ont tout dynamisé, tout a un peu changé, je pense, sur les visuels télé, sur l'approche, les fans. Netflix, je pense, n'aurait pas eu lieu. Ce qu'a fait Netflix n'aurait pas été autorisé avec Bernie Ecclestone à l'époque. Donc oui, il y a un vrai changement. Je pense qu'aussi Hamilton, Verstappen, ça a aidé. Verstappen, moi, j'ai jamais vu ce qui se passe avec Verstappen avant qu'il existe. C'est-à-dire, il y a des fans sur la moitié des circuits au monde, tout est orange, quoi. Donc il y a un engouement, je pense, qu'il n'y a jamais eu pour un autre pilote en F1, à mon avis. Donc voilà, non, oui, il y a un vrai, ça a changé. Ça se ressent aussi en F2 ou en F3 ou dans d'autres catégories? Je pense, ouais. Alors après, personnellement, je suis pas les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que oui, nos pilotes sont peut-être un peu plus reconnus qu'il y a 10 ans. On parle plus d'eux. Je sais pas, je commence peut-être à être un peu vieux pour me rendre compte de tout ça. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup plus d'engouement qu'avant. Ça, c'est certain. C'est pour ça que je dis que le sport auto aujourd'hui, je pense, se porte quand même pas mal, malgré ce qu'on pourrait penser. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avoir une série sur la F2? Alors, je pense que la série existe. Il y a une série qui s'appelle Chasing the Dream, donc qui doit être produite peut-être même par les mêmes personnes que la série Netflix, je sais pas exactement, mais en tout cas, on peut la voir sur YouTube et sur le site F2, je crois. Donc ça existe. Après, je pense que il y a moins d'intrigue ou moins de suspense qu'en F1, mais en tout cas, on peut suivre les pilotes F2, notamment cette année. Je pense que les nôtres, je ne regarde pas la série, mais je pense que les nôtres sont bien représentés, j'espère. Et vous pensez, ouais, vous aimez bien l'idée en tout cas que ça existe et que ça puisse se faire découvrir plutôt globaliser ça chez des plus jeunes qui connaissent pas forcément, qui entendent parler que de la Formule 1. Ah ouais, je pense que... Enfin, c'est génial. Moi, je ne veux pas être contre ça, hein, au contraire. Hein. Je suis plutôt à chaque fois content d'avoir des gens qui sont passionnés par ce qu'on fait. Moi ou d'autres personnes dans l'entreprise, on est tous passionnés par ce métier, donc ça fait plaisir d'avoir d'autres gens qui sont passionnés aussi. Et donc c'est sûr que c'est top, et je pense qu'on peut remercier, enfin ils vont pas nous regarder, mais Canal+, je pense qu'ils sont quand même assez bons là-dessus aujourd'hui pour mettre en valeur nos pilotes français de F2. Alors, ils les mettent en valeur parce qu'ils sont bons aussi, je pense, parce qu'ils font des bons résultats. Mais en tout cas, je pense qu'ils en parlent beaucoup sur Canal. Et en tout cas, en France, ça les met bien en valeur, à mon avis. Et qu'est-ce que vous pensez, du coup, des assos étudiantes comme la nôtre, comme VUD, qui peuvent faire connaître aussi le sport auto à des étudiants, à des plus jeunes qui auraient juste vu à la télé? Moi, je trouve ça top. Si les jeunes étudiants peuvent, en dehors des études, assouvir leur passion et mettre un pied à l'étrier sur de la Formula Student, sur d'autres choses, Éco-Marathon Shell, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, enfin voilà, toutes ces associations, il y en a plusieurs qui existent, qui d'ailleurs, je vais peut-être pas nommer, vous n'êtes pas de cette école-là, mais les écoles historiques, c'est plutôt Estaca, ISAT dans le sport automobile, et c'est vrai que depuis 4-5 ans, il y a beaucoup d'autres écoles qui postulent. Et c'est plutôt bien parce que il y a de la Formula Student aussi dans d'autres écoles, vous notamment. Donc il est vrai qu'aujourd'hui on recrute pas uniquement que de l'Estaca ou de l'ISAT, ce qui a changé, alors qu'il y a 10 ans il y avait que des Estaca, après il y a eu un peu d'ISAT, et puis maintenant il y a un peu de tout.
Alors, évidemment, il y a plus de ces écoles-là qui postulent parce qu'il y a plus de passionnés. Mais il y a aussi, on voit que très récemment, on a beaucoup d'écoles qui nous contactent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés, qu'il y a beaucoup d'associations étudiantes dans le milieu du sport auto. Donc peut-être qu'il y a un rattachement à faire avec Netflix, la F1 et tout, certainement même. Mais en tout cas, ça se développe. Donc c'est sûr que c'est hyper intéressant parce que, comme je dis, le métier, enfin le sport auto se porte quand même bien et le recrutement n'est pas si simple et on cherche du monde et c'est pas toujours simple de trouver des personnes. Il n'y a pas un choix multiple, donc plus il y aura de candidats, mieux ce sera pour le choix en tout cas. Et du coup, au niveau des recrutements, quand vous avez une personne qui, par exemple, sur son CV, explique qu'elle a été dans une asso étudiante, qu'elle a suivi des formations, qu'elle a participé à la Formula Student, ça vous aide à vous dire que ça peut être un bon élément? C'est même pire que ça, c'est que si la personne n'a pas fait de stage dans le sport auto, n'a pas fait une association de ce type, on va peut-être même pas le convoquer ou on va regarder son CV, mais ça n'aura pas de suite. Donc aujourd'hui, si la personne ne sait pas parler anglais, n'a pas fait une assoce sport auto et n'a pas fait un seul stage alors qu'il a eu la possibilité dans le sport auto, ce sera rédhibitoire. Donc, Et comment un étudiant il arrive à rentrer finalement chez Harper Recruit? Bien souvent, un étudiant, il a eu des stages ouvriers à faire ou des stages de première année cycle ingénieur. Il y a quand même beaucoup d'équipes moins professionnelles que nous qui font travailler que des stagiaires quasiment. Donc en règle générale, une personne motivée trouvera un stage dans une équipe de ce type-là, sur l'UGT France, sur l'Ultimate, je sais pas, la Mera Cup, enfin toutes ces catégories plutôt nationales. Donc ça c'est hyper important pour nous déjà qu'il y ait une expérience de ce type-là. Donc chaque année on prend des jeunes ingés ou on prend des césures, des 5e années, 3e année de cycle ingénieur. Mais soit ils ont intégré ART via un stage ouvrier. Il y en a qui ont fait 5 ans de stage chez nous par exemple. Donc ça c'est le schéma idéal. Mais encore une fois, c'est pas pour profiter du stage, c'est justement, on a une personne motivée qui nous contacte, et puis il rentre, et puis on le reprend tout le temps parce qu'il connaît l'équipe, ça se passe bien, il va jusqu'à son stage de 5e année, et puis normalement il se fait embaucher, et puis on a un ingé F2 qui a fait ça aujourd'hui, le chef de projet F2, et il a fait toutes ses années de stage chez nous, et il est en F2 depuis 6 ans peut-être. Donc il a fait plus de 10 ans de carrière ou 11 ans chez nous, dont 5 ans de stage. Et du coup, toujours au niveau des recrutements, vous gardez des liens avec des écoles ou des associations étudiantes qui vont vous envoyer des personnes ou pas du tout? Ouais, alors oui, on a des liens avec les écoles. Ça va plutôt être les 2 écoles que j'ai mentionnées avant, ISAT et Staka. Mais c'est plus pour essayer de faire une sélection parce qu'on a plutôt trop de candidats dans ces écoles-là. Donc on peut pas en recevoir 25. Donc il nous arrive de faire des sélections avec eux, ou eux nous sélectionnent et on n'en voit que quelques-uns. Donc oui, on essaie de travailler en lien avec eux. Il y a eu des TP de fait avec. Enfin voilà, et puis les écoles, ces écoles-là essaient de se rapprocher de nous ou une autre équipe française, hein, mais c'est dans leur intérêt aussi. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce podcast. Merci d'être venu. C'est un plaisir de faire ce podcast et de voir que, comme on a pu le dire avant, il y a des jeunes dans les écoles qui sont motivés et qui aiment, qui portent intérêt à ce qu'on fait et qui sont peut-être le futur du sport auto. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, merci de nous avoir suivis pendant tout ce podcast et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode le mois prochain.